Bonjour à tous, je m'appelle Michael Melki, je suis professeur, enseignant en économie à Paris School of Business et chercheur associé à l'université Paris-Panthéon-Assas. J'ai l'honneur d'ouvrir cette première séance qui est sur le désir d'enfant. Mais ce dont je vais vous parler, c'est plutôt comment est apparu le désir de moins d'enfants. Et en d'autres termes, en fait, comment a débuté, à quel moment a débuté la baisse de la fécondité ou de la natalité. Ça s'est produit, ça a commencé il y a 2 siècles en France, puis dans le reste de l'Europe et de l'Occident, et ensuite dans le reste du monde. Juste pour vous donner un exemple, en un siècle, on est passé en Europe de 8 enfants par femme à, dans l'Union européenne aujourd'hui, 1,7. Cette question, en fait, donc cette étape de la baisse de la fécondité, qui est un élément central de la transition démographique, a intéressé pendant très longtemps, jusqu'à maintenant, l'ensemble des sciences sociales, évidemment les démographes, les historiens, même les politologues et de plus en plus les économistes. Et je suis donc économiste. Alors pourquoi les économistes ? C'est tout simplement parce qu'on a compris, en s'intéressant au développement économique et à la croissance, que la baisse de la natalité, de la fécondité, avait joué un rôle central. La raison, c'est en fait que pendant très longtemps, dès qu'il y avait des gains de production, il y a des innovations technologiques, au progrès technique, elles étaient mécaniquement annulées par la hausse de la natalité. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on avait un gain de production, les individus devenaient un peu plus riches, se mettaient à avoir un petit peu plus d'enfants, et la production par tête était annulée. Tout gain de production était annulé. Et donc il a fallu qu'on amorce ce début qu'on amorce la baisse de la fécondité pour que lorsqu'on avait plus de production, elle était redistribuée sur moins de personnes. Donc elle n'était pas annulée par la croissance de la population. Donc c'est pour ça que les économistes, il y a peut-être environ 20 ans, ont commencé à s'intéresser, à essayer de comprendre ça, comment ça nourrissait le développement économique et qu'est-ce qu'il expliquait. Et c'est ici que c'est extrêmement intéressant de s'intéresser à la France pour 2 raisons. Et je présente la France comme un pays d'exception. Premièrement, parce que, je ne suis pas le seul, parce que c'est en France qu'a commencé cette baisse de la fécondité. Alors pour vous illustrer ça, je vais simplement vous présenter la carte qui a été faite en 1986 par Cole et Watkins et qui va montrer en fait à quel moment la fécondité a commencé à baisser significativement. Et donc on a l'Europe qui est divisée en régions ou en départements. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la fécondité va commencer à baisser. Donc, alors, plus on est en rouge foncé, plus les dates sont précoces. Donc, on a mis en 1830 dans le plus foncé, voire avant. Et plus on est dans le bleu foncé, plus ça apparaît tardivement, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, voire après. Ce dont on s'aperçoit, c'est en fait que toutes les régions, alors ici les départements qui vont faire leur transition le plus tôt, sont toutes situées en France. Et donc c'est à partir de 1830, voire avant. On s'aperçoit aussi que même en France, on a une disparité assez importante. Par exemple, la Bretagne va commencer à baisser sa fécondité bien plus tard que le reste de la France. La partie sud-est de la France, qui en fait était avant, donc le comté de Nice qui appartenait à l'Italie, va aussi amorcer sa transition un petit peu plus tard. Mais toujours est-il que la France a au moins un siècle d'avance, voire un siècle et demi sur le reste du monde, sur le reste de l'Europe. Ensuite, si on va un petit peu plus loin dans les couleurs un peu plus claires, donc celles qui font leur transition un peu après la France, on va voir qu'il y a la Grande-Bretagne, on va avoir aussi un petit peu une partie de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne. Et en fait, plus on s'éloigne de la France, plus la transition va se faire tardivement. Alors c'est ce qui a amené des chercheurs, alors déjà les auteurs de cette carte, et puis ensuite des chercheurs en économie, à postuler qu'il y avait une diffusion de ces normes de fécondité basses de la France vers le reste de l'Europe. Mais on ne sait pas exactement comment. Il y a des chercheurs qui ont supposé qu'il y avait une diffusion selon un vecteur culturel, c'est-à-dire que les populations les plus proches de la France, culturellement, adoptaient ces normes françaises le plus tôt. Et ils ont apporté quelques preuves de ça en montrant notamment qu'une population dont la langue était très proche du français adoptait plus tôt ces normes de fécondité françaises et donc baissait sa fécondité plus tôt que le reste par rapport aux autres populations. Mais voilà, comprendre comment ça se diffuse ces normes françaises au reste de l'Europe, c'est quelque chose qui est encore pas clair du tout.
Voilà, et c'est là en fait que le titre de cette présentation était l'immigration, le facteur oublié de la transition démographique. C'est là en fait qu'il devient fondamental de s'intéresser à l'immigration, notamment en France. Parce que ce qui est assez ignoré, c'est que la France a joué très tôt le rôle de précurseur en termes de terre d'accueil des immigrés, et notamment européens. Et donc, ce qui est assez peu discuté, et dans la littérature en sciences sociales, c'est qu'en fait, il y a eu une immigration massive à partir du milieu du 19e siècle du reste de l'Europe vers la France. Et pour vous synthétiser un petit peu l'hypothèse et qui va être étayée dans ce travail, c'est en fait que les immigrés arrivés massivement en France ont assimilé les normes de fécondité françaises, puisqu'ils vivaient là, et les ont ensuite diffusés vers leur région d'origine, leur village, leur ville d'origine, et les ont diffusés assez massivement pour que ces régions d'origine se convertissent aux normes de fécondité françaises et baissent leur fécondité. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans le cas français, c'est qu'elle fait figure d'exception si on regarde la situation migratoire, donc au XIXe siècle, puisque tous les autres pays européens sont des terres d'émigration. Et notamment, on pense au phénomène de l'immigration de masse de l'Europe vers les États-Unis ou le Nouveau Monde en général. On a en tête les Irlandais, les Italiens, entre autres, voilà, qui quittent massivement leur pays pour aller trouver du travail de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce qui est beaucoup moins discuté et étudié, c'est le fait en fait qu'ils partent aussi très massivement vers la France. Pour vous illustrer cela, vous pouvez voir en fait qu'on a une première... Alors dans la courbe en continu noire, vous avez le nombre d'étrangers résidant en France, selon les archives des recensements. On voit en fait qu'il y a une première vague d'immigration à partir de 1850, donc on a une forte hausse d'un peu moins de 500 000 à plus d'1 million. Et ensuite, cette deuxième vague reprend après, à la fin des années 1900, début 1910, on a une très forte hausse. Et à ce moment-là, la France devient le premier pays en termes de taux d'immigration, donc rapporté à sa population, avant les États-Unis, qui sont pourtant connus comme la grande terre d'immigration. Alors, ils ont accueilli plus d'immigrés que la France, mais en proportion de leur population, c'est en dessous. Et ce chiffre-là, cette évolution-là que vous voyez en noir continu, sous-estime très largement les vraies immigrations, puisque elle ne tient pas compte, par exemple, de tous les étrangers qui se sont naturalisés, qui sont devenus français. Ils sont retirés des statistiques sur les étrangers, puisqu'ils ne sont plus étrangers. Donc on voit par exemple que la courbe en discontinue, en pointillé, va elle montrer qu'à partir de 1870, on a un énorme saut dans les naturalisations. On reprend cette hausse soutenue à partir de 1889, parce qu'il y a une loi qui va faciliter les naturalisations pour les étrangers. Et un dernier élément qui fait qu'on sous-estime très largement l'ampleur de l'immigration, c'est parce que les migrations retour ne sont pas comptabilisées ici. Ça veut dire que quelqu'un qui viendrait travailler l'été, un Italien qui vient travailler l'été dans les champs en France, un saisonnier, n'est pas comptabilisé. S'il arrive entre deux recensements, il repart avant le second recensement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'immigration a été d'une ampleur massive en Europe et de taille à expliquer la diffusion des normes acquises par ces étrangers en France vers leur région d'origine. Alors ce qu'il faut aussi, pour vous donner un petit peu plus de contexte sur l'immigration, elle a évolué dans trois directions. Premièrement, en fonction de la distance. Donc au départ, on avait essentiellement des pays limitrophes à la France qui fournissaient ces immigrés. Et les immigrés venaient essentiellement des régions limitrophes, mettons le Piémont en Italie, et immigrés de l'autre côté de la frontière. Avec le temps, ils sont venus de régions plus lointaines, alors sud de l'Italie, sud de l'Espagne, Portugal, Pologne, et ils ont immigré aussi un peu plus loin qu'au-delà de la frontière française, et se sont répartis de manière plus homogène sur le territoire français. La deuxième chose, c'est que ces immigrés ont été, au fur et à mesure de l'immigration, été de plus en plus intégrés, dans le sens où au départ, ils venaient travailler, mettons, l'été ou de manière temporaire. Ensuite, ils se sont installés en France, ont commencé à fonder des familles. Ils se sont aussi massivement naturalisés, donc, pour obtenir les mêmes droits que les Français, donc avoir le droit de travailler dans l'administration publique, mettre ses enfants dans les écoles publiques. Et aussi, au fur et à mesure, l'immigration a été de plus en plus organisée. Au départ, elle était spontanée, sans contrôle. On contrôlait très peu les passeports jusqu'aux guerres. Il n'y avait pas de carte d'identité.
Et ensuite, les entreprises ont organisé l'immigration. Et ensuite, c'est l'État qui a pris le relais pour fournir la main-d'œuvre pour les entreprises. Alors, comment cette immigration massive a permis de baisser la fécondité en Europe? La première étape, c'est que les immigrés, donc comme je vous disais, une fois arrivés en France, ont adopté les normes de fécondité françaises. Un exemple du démographe Hervé Lebras illustre cela, puisque en Lot-et-Garonne, on avait un énorme problème de dépopulation. Et l'État a organisé, donc au début du XXe siècle, a organisé une politique qui visait à prendre des Italiens d'Italie et à les implanter des villages d'Italiens en Lot-et-Garonne, parce qu'ils étaient connus pour leur forte fécondité, et on pensait qu'ils allaient dynamiser la fécondité locale. Et en fait, ça n'a pas été le cas, puisqu'ils ont très vite convergé vers les normes de fécondité locale. Donc ça n'a pas eu l'effet escompté. Alors on a quelques exemples anecdotiques, mais dans cette étude que je vous résume ici, je vais un peu plus loin avec des co-auteurs, puisqu'on a étudié 400 000 dossiers de naturalisation, donc d'étrangers devenus français. C'est une base de données qui a été mise à disposition par les archives nationales très récemment. Et ce qu'on peut savoir à partir de ces dossiers de naturalisation, c'est d'où vient chaque étranger, donc sa ville d'origine, sa ville d'arrivée en France, son âge, son nombre d'enfants, son métier, voilà, pas mal de choses. Et donc ça permet de reconstituer les flux migratoires en fonction des villes ou des régions d'origine et vers les régions d'arrivée en France. Donc on a une nouvelle connaissance de ces flux migratoires historiques depuis le milieu du XIXe siècle. On apprend par exemple avec ces données que les Italiens qui arrivent en France viennent principalement du Nord, un tout petit peu aussi du Sud, enfin je parle les premiers, et l'immigration du Piémont par exemple est immense puisqu'elle représente 120 000 individus. On voit aussi que si on prend l'exemple de la Belgique, la Flandre était connue, la partie flamande était connue pour envoyer beaucoup d'immigrés en France, mais en fait quand on regarde les statistiques, la Wallonie en envoie au moins autant. Donc ça c'est une connaissance nouvelle. Et donc ce qu'on a pu étudier avec une étude statistique en contrôlant pour beaucoup de facteurs, c'est que c'est environ 400 000 personnes donc, ont adopté la fécondité de leur lieu d'arrivée en France. C'est-à-dire que vous avez peut-être en tête encore la carte de l'Europe où on voit par exemple que la fécondité baisse très tôt à Paris et très tard en Bretagne. Eh bien en fait, si un Italien arrivait à Paris, il baissait automatiquement et très vite sa fécondité, où la fécondité était déjà basse, alors que s'il arrivait en Bretagne, sa fécondité baissait très peu, puisqu'il arrivait dans un endroit où on avait encore beaucoup d'enfants. Les mécanismes, en fait, alors comment un étranger va adopter les normes, les mécanismes sont divers. Donc par exemple, on sait que les étrangers arrivés en France se mariaient majoritairement avec des Françaises. Et notamment, il existait au moins 60%. Ensuite, les 40% restants se mariaient, alors avec souvent des femmes de leur nationalité, mais une fois arrivés en France, ils n'arrivaient pas déjà mariés. Et on sait aussi qu'ils avaient leurs enfants en France. Donc tout ça plaide en faveur d'une assimilation des normes françaises de fécondité, puisqu'ils étaient soit exposés à ces normes par une femme française, ou soit ils se mariaient et avaient leurs enfants en France. La dernière partie, c'est en fait le fait que ces immigrés, en fait, ou même, enfin, voilà, adoptent ces normes et en fait les rediffusent vers leur pays d'origine ou leur région d'origine. Donc on montre ça également, on divise l'Europe en environ 700 régions et on montre en effet, donc vous avez ici une illustration au niveau des pays, mais on montre en effet que plus une région va envoyer tôt et beaucoup de ses ressortissants en France, plus elle va baisser sa fécondité rapidement et massivement. On le montre au niveau des régions, mais pour un souci de clarté, je voulais illustrer ici uniquement au niveau des pays. Donc on voit par exemple que la Belgique wallonne ou flamande, qui sont deux parties qui envoient le plus d'immigrés en France, sont, dans le cas de la Belgique wallonne, la première à effectuer leur transition démographique. Alors que des endroits qui envoient très peu d'étrangers, enfin de leurs ressortissants en France, font leur transition beaucoup plus tard. Alors comment ça se produit, ce phénomène ? On a essayé d'étudier un petit peu comment pouvait se faire ce phénomène de transfert donc effectué par les étrangers donc depuis leur région d'arrivée vers leur région d'origine. Ça se fait par trois mécanismes. Le premier,
c'est la correspondance écrite, par exemple. Donc on sait qu'il y a une très forte correspondance, les lettres, les télégraphes également, et les télégrammes, pardon. On montre notamment que les départements français où il y a beaucoup d'étrangers sont les départements qui envoient le plus de télégrammes à l'étranger. Donc ça, c'est assez naturel et ça témoigne du fait qu'il y a une très grande correspondance, même si on ne peut pas étudier le contenu de cette correspondance. La deuxième chose, c'est, je vous en avais parlé, c'est l'immigration temporaire. Donc quelqu'un vient, des Belges, beaucoup de Belges sont venus très tôt en France, ont travaillé dans les mines ou dans l'agriculture, et reviennent et donc peuvent témoigner de leurs expériences personnelles au contact des Français à leurs familles, à leurs amis. Par exemple, on appelait les premiers Belges à aller en France, on les appelait les Frenchyman, puisqu'on disait qu'ils s'étaient beaucoup assimilés à la culture française. Et le dernier vecteur, c'est les voyages temporaires. Donc on s'est très documenté dans le cas des Italiens. Les Italiens, en fait, pouvaient rentrer pour les vacances, pour des baptêmes, pour des mariages en Italie, servaient de modèle eux-mêmes, ça veut dire qu'ils servaient de modèle, c'est-à-dire qu'ils montraient ce qu'était le modèle français en ayant eux-mêmes que peu d'enfants, 3, 4, en tout cas pas 8. Et par leur réussite professionnelle, financière, diffuser ce modèle-là de la famille française qui était plus riche, qui avait plus de succès, mais qui avait aussi moins d'enfants. Donc ces retours au pays ponctuels pour des mariages, des vacances, servaient aussi voilà, de vecteurs de diffusion de ces normes françaises. Pour conclure, voilà, j'attire l'attention sur le fait que l'immigration est un facteur, enfin l'immigration vers la France qui a été massive, comme je vous disais, est un phénomène qui est très peu étudié en sciences sociales. L'historien Gérard Noiriel a discuté des raisons de ça, et c'est de comprendre pourquoi c'était si peu étudié. Il avait des hypothèses politiques, hein, c'était le fait que la France ne voulait pas entièrement voir qu'elle était issue en grande partie de l'immigration. Et ce que je veux dire, c'est en fait qu'en occultant cette partie de l'histoire, on passe à côté de la compréhension de beaucoup de phénomènes, puisque là, je me suis servi de l'immigration pour expliquer la transition démographique en Europe, mais la France a été aussi à l'origine de plein d'autres innovations, notamment politiques, en diffusant donc, la révolution de 1789. Elle a été aussi à l'origine du printemps des peuples de 1848, donc on a aussi les révolutions européennes, partent de la France. Le suffrage universel masculin aussi part de la France est le premier pays à le mettre en place. Et donc en fait, cette immigration pourrait avoir diffusé, par ce mécanisme de transfert culturel, retour au pays, pour avoir diffusé bien d'autres choses, bien d'autres valeurs que simplement la fécondité. Merci. Merci.